Il fut un temps où je mangeais avec les chiens. Oui, littéralement, les chiens. J'ai vécu dans la rue après avoir fui un foyer d'accueil abusif. J'avais 14 ans, sans personne à qui me rattacher. Certains jours, je mangeais des poubelles avec les chiens errants. Je me souviens avoir repéré un gros burger à moitié mangé. J'allais le saisir quand un chien errant m'a attaqué. Il a tenté de me mordre, mais j'ai attrapé le burger et j'ai fui. Ces années étaient les pires. C'était une nuit glaciale et je dormais à peine sur ce banc. J'essayais de me tenir au chaud, mais sans succès. Je n'avais qu'un jean et un sweat qui ne servaient à rien. Je me suis levé et j'ai marché pour me réchauffer. Il était 2 heures du matin et le parc était désert. Je préférais dormir ici plutôt que dans ces ruelles sordides. Dure nuit, hein? J'ai vu un homme mince de taille moyenne derrière moi. J'ignorais qu'il me suivait jusqu'à maintenant. Il semblait sans abri, tout comme moi. Ses vêtements étaient en pire état que les miens. Il tremblait. J'ai regardé autour et dit « Allumons un feu ». L'homme a commencé à marcher avec moi. Nous avons ramassé des brindilles et du bois, puis nous sommes arrêtés sous un arbre. J'ai creusé un trou avec mes mains et il y a mis ses branches. Quand les flammes ont commencé à monter, je me suis senti vivant à nouveau. Depuis combien de temps vis-tu dans la rue? Je ne sais plus. Sa réponse m'a rendu triste et inquiet à la fois. Je dois faire quelque chose de ma vie, sinon je finirai comme lui. Soudain, l'homme m'a regardé droit dans les yeux et demandé « Tu as pitié de moi ?» Non. J'étais « Oh, tu as peur de finir comme moi. » Eh bien, je gagne de temps en temps, tu sais. Comment ça, de temps en temps? Je vends, puis je gagne de l'argent et le dépense jusqu'à devoir vendre à nouveau. J'ai compris qu'il était dealer et tentait de me recruter, mais ça ne m'intéressait pas, alors j'ai gardé le silence. L'homme a sorti une petite flasque et me l'a tendue. « Tiens, prends quelques gorgées, ça t'aidera. » Je ne pouvais pas refuser car j'avais trop faim à ce moment-là. L'alcool semblait être la seule option sensée pour tenir jusqu'au matin. J'ai pris une grande gorgée et j'ai immédiatement regretté ma décision. Le contenu de cette flasque avait un goût répugnant. Ma gorge brûlait et ma tête a commencé à s'alourdir. Alors que je perdais conscience, j'ai vu ce type louche m'adresser un large sourire narquois. Je ne me souviens de rien après ça. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais allongé sous le même arbre. L'homme sans abri avait disparu. J'ai essayé de me lever quand j'ai ressenti une douleur atroce à l'estomac. Des taches de sang couvraient tous mes vêtements. Je croyais avoir été poignardé, mais en soulevant ma veste, j'ai fait une découverte terrifiante. Il y avait de gros points de suture sur le côté de mon ventre. On m'avait ouvert puis recousu assez grossièrement. Un billet de 10 $ était attaché avec un mot qui disait « Désolé, mais on peut vivre avec un seul rein ». J'ai dû accepter ce marché. Sois heureux de sauver la vie de quelqu'un. Ce voyou m'avait volé un rein après m'avoir drogué hier soir. J'étais sans voix. Je n'avais ni argent ni assurance pour des soins médicaux. Les larmes coulèrent sur mes joues. Ce monde est trop cruel pour y survivre seul. J'ai regardé le ciel et j'ai commencé à hurler et sangloter de douleur. En me voyant ainsi, des gens se sont rassemblés. Mais au lieu de m'aider, ils me fixaient comme un animal de zoo. L'un d'eux a appelé un flic qui patrouillait près d'ici et il m'a emmené au poste. J'ai été interrogé puis envoyé recevoir des soins médicaux. Être mineur et fugueur d'un foyer d'accueil m'a rendu repérable ce jour-là. Les médecins m'ont dit que celui qui m'avait opéré n'était pas médecin. Mon rein avait été découpé comme du poulet. J'avais des hémorragies internes graves et un risque d'infection aussi. Malgré mon traumatisme, j'avais au moins un lit et de la nourriture pendant mon séjour à l'hôpital. Après ma sortie, les flics ont décidé de me ramener au même foyer d'accueil. La nuit où ils m'ont déposé dans cet environnement abusif, je me suis encore enfui, pas pour fuir le foyer, mais pour trouver ce salaud qui a ruiné ma vie. Ma seule mission était de le trouver et lui faire payer ses crimes.
J'étais certain qu'il droguait des jeunes sans-abri et vendait leurs organes à bas prix pour financer sa vie misérable. Je connaissais tous les endroits où les sans-abri se réfugiaient pendant les nuits d'hiver. Après une recherche épuisante et des heures d'attente, l'opportunité s'est enfin présentée. Un soir, je faisais pipi derrière un buisson quand j'ai entendu une voix familière. « C'est dur de dormir ici par des nuits froides comme celle-ci, hein ?» Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il piège sa nouvelle cible. Mais cette fois, je ne le laisserai pas faire. J'ai jeté un coup d'œil derrière le buisson et j'ai vu un jeune garçon de mon âge assis à côté de ce type maigre et psychopathe. Mais cette fois, sa santé semblait un peu meilleure. Il avait pris quelques kilos. « Tu te nourris sûrement avec l'argent de mon rein vendu. » J'ai vu l'homme faire quelques conversations inutiles avec le garçon. Il a ensuite glissé sa main dans sa veste et a sorti cette flasque. Il a proposé au garçon d'y boire, mais avant qu'il ne la saisisse, j'ai bondi des buissons avec une grosse branche et frappé l'homme fort à la tête. Dans ce moment rapide et inattendu, j'ai vu ses yeux s'écarquiller en voyant le bout de bois foncer vers lui. Le garçon sans abri s'est enfui, effrayé, pensant que c'était juste une autre bagarre de rue. J'ai ensuite traîné son corps inconscient derrière les buissons avant que quelqu'un d'autre nous voie. J'ai trouvé cette cabane abandonnée dans les bois. L'homme est toujours inconscient et enchaîné au lit rouillé et cassé dans cette pièce. Ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, il se réveillera et remarquera une grande cicatrice sur son ventre. Je vais m'acheter un pull avec l'argent facile gagné en vendant son rein, puis des chaussures avec son cœur, un sac de couchage avec ses poumons, et économiser en vendant ses yeux, foie et cerveau à des étudiants en médecine. C'est marrant comment je les ai rencontrés par l'intermédiaire d'un ami dealer. Ces étudiants achètent des organes pour leurs recherches ou les revendent à des hôpitaux ou des personnes dans le besoin. J'ai hâte de voir sa tête quand il comprendra que c'est lui, la victime maintenant, et que je suis le prédateur. Ma vie est celle d'un homme ordinaire. Je travaille dans un bureau ennuyeux, fais mes heures discrètement, puis rentre chez moi. Je prends toujours le même train, suis le même chemin, m'achète une sucrerie en route et arrive chez moi fatigué, prêt à répéter la même routine le lendemain. Je n'ai pas de grandes aspirations, juste voir mes enfants grandir et vivre tranquillement sans déranger personne. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça. Et quoi que j'ai vécu, aucun de nous n'a changé. Pourtant, les gens critiquent mon mode de vie, me disant que je ne connaîtrai jamais la vraie vie, que je suis voué à une existence ennuyeuse et insignifiante. Ils pensent que rien d'intéressant ne peut arriver à un homme ordinaire. J'aimerais qu'ils aient raison, mais malheureusement, ils ont tort. C'était un après-midi d'été chaud l'année dernière. J'ai quitté ma maison à l'heure habituelle et tout semblait annoncer une journée comme les autres. J'ai pris le train pour rentrer et quand j'ai quitté la gare, il faisait déjà nuit. Comme d'habitude, je suis rentré à pied. Même si c'était 15 pâtés de maison, le trajet a passé vite car j'appréciais l'air frais après une journée de travail. Tout semblait normal jusqu'à 10 pâtés de maison de chez moi. J'ai remarqué un homme qui marchait à un demi-pâté derrière moi. Normalement, cela n'aurait pas attiré mon attention. Tout le monde a le droit de marcher. Mais il y avait quelque chose chez cet homme que je n'aimais pas. Son regard était fixé sur moi, comme figé. J'essayais de ne pas me retourner, de ne pas montrer que je le regardais, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. L'homme était sans abri. Je pouvais le dire à ses vêtements. Son pas s'accélérait de plus en plus alors qu'on approchait de chez moi. Les rues étaient complètement vides. Elles semblaient être faites juste pour nous deux. Après 2 pâtés de maison, voyant qu'il me suivait toujours, j'ai décidé d'accélérer le pas. Après avoir marché vite, presque couru dans la rue, j'ai profité d'une voiture qui passait pour me retourner, prétextant le regarder. Et quand je l'ai vu, j'étais terrifié. Non seulement j'avais perdu l'homme, mais il était encore plus proche qu'avant. Mon premier réflexe fut de courir, mais c'était trop évident. J'ai décidé de continuer au coin de la rue et après un virage, j'ai tourné et accéléré pendant qu'il m'avait perdu de vue. Quelques secondes plus tard,
Il tournait déjà dans ma direction. Nous approchions de plus en plus de ma maison, et je ne voulais pas qu'il sache où j'habitais. Alors, je me suis arrêté, adossé au mur, avec une grosse pierre à la main, l'attendant. L'homme est passé naturellement devant moi. J'ai remarqué une hésitation dans sa démarche. S'il voulait me faire du mal, il avait raté sa chance. Je suis resté contre le mur jusqu'à ce qu'il tourne à nouveau, s'éloignant lentement, plus calme. Je suis rentré chez moi par un autre chemin, m'attendant toujours à recroiser cette personne. En rentrant chez moi, tout semblait être une journée ordinaire. Ma femme avait fini tôt, alors elle a décidé de préparer le dîner seule, ce qui m'arrangeait car j'étais particulièrement stressé ce soir-là. J'ai choisi de ne pas mentionner mon incident avec le sans-abri pour ne pas inquiéter ma famille. À la nuit tombée, je me suis effondré sur le lit, épuisé et à peine allongé, je dormais déjà. Je suis un dormeur très profond, donc je me réveille rarement en pleine nuit. En me réveillant, je n'ai pas eu le temps de voir l'heure ni de me rendormir car un métal froid reposait sur ma gorge. Bouge d'1 centimètre et je t'ouvre la gorge comme un poisson. Cette voix rauque n'appartenait à personne que je connaissais. Mes yeux peinaient encore à s'adapter. « Quoi? Qui? Qui êtes-vous » ai-je répondu, confus et effrayé d'une voix ensommeillée. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai reconnu ce visage. C'était le sans-abri qui m'avait suivi sur plusieurs pâtés de maison avant que j'arrive chez moi. Il m'a sûrement suivi par derrière sans que je le voie et il a certainement repéré où se trouvait ma maison. J'ai écarquillé les yeux et me suis figé, évitant que cet homme réagisse mal et me poignarde avec le couteau rouillé qui frôlait ma gorge. Maintenant, tu vas te lever très lentement avec moi et me donner tout ton argent, dit-il avec précaution. Pendant qu'il parlait, son haleine putride me donnait presque la nausée. Sa voix tentait d'afficher de l'assurance, mais il était visiblement très agité. Ses yeux n'étaient pas normaux. Il avait pris une drogue quelconque avant d'entrer chez moi. Cet homme était dangereux. Un seul faux mouvement, et je pouvais y passer. L'homme m'a conduit lentement vers l'endroit où on gardait l'argent, dans une boîte dans le placard. Je n'avais pas vraiment d'argent caché. Je devais juste gagner du temps pour ma femme qui feignait d'être paralysée de peur afin qu'elle prenne le revolver sous le lit. « Hé, toi la femme, ne bouge pas, je te surveille. » Un faux pas, et non seulement tu te retrouveras sans mari, mais je te tuerai, toi et tes enfants. Je reste immobile. S'il te plaît, ne lui fais rien. Quand l'homme a été distrait par ma voix, ma femme a pris l'arme et a tenté de tirer. Mais sous l'effet du stress, elle a oublié d'enlever la sécurité. Donc l'arme n'a pas fonctionné. Profitant de la situation, j'ai poussé l'homme et couru vers mes enfants. Mais il m'a rattrapé et m'a planté le couteau dans les pieds. Furieux, il s'est mis à me frapper sauvagement au visage. Plusieurs de mes dents ont volé, tandis que l'homme continuait à me battre. Ma femme voyait toute la scène, mais elle ne pouvait pas tirer car elle risquait de me toucher aussi. Dans un moment de lucidité, ma femme tire près de l'homme et le fait fuir, arrêtant ses coups qui, s'ils avaient continué quelques secondes de plus, m'aurait tué. L'homme s'est enfui dans une autre pièce, et quand nous l'avons poursuivi, nous avons vu le sans-abri devant les escaliers, couteau à la main, pointant sur la tête de notre fille. Vous n'auriez pas dû faire ça, bande d'idiots. Vous n'auriez pas dû me provoquer. J'allais juste prendre l'argent et partir. C'est calme-toi, laisse partir la fille. Ça ne finira pas bien pour toi si tu ne le fais pas. Ai-je dit avec le peu de force qu'il me restait. Réfléchis bien, que te restera-t-il si tu lui fais du mal? Tu ne pourras pas te protéger et je t'assure que je te tuerai. Je m'en fiche si tu me tues. Cette petite fille partira avec moi et c'est uniquement à cause de toi. Pendant qu'il disait cela, il caressait la tête de notre petite fille et ma femme ne pouvait pas le supporter. Elle a tenté de lui tirer une balle dans la tête. La balle l'a raté, mais sous le choc. L'homme est tombé dans les escaliers, entraînant ma fille avec lui. Ma femme s'est précipitée avec l'arme, inquiète pour notre fille, tandis que je rampais, puisant une force surhumaine juste pour vérifier si elles allaient bien. En arrivant, j'ai vu ma femme en pleurs sous l'escalier, ma fille qui pleurait avec le bras déboîté, et l'homme mort dans une mare de sang autour de sa tête. Après ce jour-là, j'ai gardé la même routine et le même chemin.
Mais quelque chose avait changé. Désormais, je surveille les alentours obsessionnellement. Et je suis bien mieux préparé. Sortir de ma routine pour ajouter une activité m'a coûté. Mais quand je repense à cette nuit, je sais que je dois le faire, car seule la chance a fait que le sang était celui du sans-abri et non celui de ma fille. Au début de l'hiver dernier, une série de problèmes financiers m'a conduit à être sans abri. Les premiers jours dans cette situation étaient les plus durs, mais j'ai quand même réussi à vivre ainsi un moment, jusqu'à ce qu'un autre problème survienne, le froid. L'hiver commençait à se manifester, les températures chutaient et j'avais à peine un pull pour me tenir chaud. Pendant une de ces journées difficiles, j'ai rencontré Dinah, une femme sans abri comme moi. Elle m'a aidé autant qu'elle pouvait, mais le froid me tuait lentement. Un après-midi, des policiers m'ont vu et m'ont parlé d'un refuge pour sans-abri tout près. Je n'ai pas eu à beaucoup réfléchir. J'ai décidé d'y aller car tout valait mieux que de vivre dehors dans le froid. Mais Dina pensait autrement. Elle m'a dit de ne pas y aller car j'étais mieux ici. On va mourir de froid, Dina. C'est pas grave si tu ne veux pas venir, mais moi j'y vais. Malgré les avertissements de Dina, le lendemain je me suis dirigée vers le refuge. À ma grande surprise, l'endroit avait l'air joli de l'extérieur, ce qui dépassait mes attentes. Là, j'ai été gentiment accueillie par un homme nommé Axel, qui était l'un des responsables du refuge. « Comment vous appelez-vous, jeune fille ?»« Jenna. »« Enchantée. »« Oui, vraiment sympa. » Après ce commentaire, l'homme m'a examiné attentivement de haut en bas. À ce moment-là, l'attitude d'Axel m'a semblé étrange, mais quand il m'a montré mon lit, j'ai tout oublié. C'était une chambre propre et spacieuse avec plusieurs lits, mais personne d'autre n'y était. Tu as de la chance d'avoir une chambre où tu seras seule pour l'instant. Profites-en. J'étais si touchée par cette gentillesse que je me suis convaincue d'avoir mal interprété l'attitude étrange d'Axel. L'homme était aimable et poli, ce qui se reflétait aussi dans son apparence soignée et élégante. Dans ses grands yeux sombres et son sourire sincère, on voyait sa bonté et ses cernes témoignaient de son dévouement. Les jours suivants passés au refuge ont été fantastiques. J'avais de la nourriture, j'étais protégée du froid et on me traitait bien. En plus, Axel venait me voir de temps en temps pour savoir comment j'allais. J'ai même pu rencontrer et parler avec d'autres sans-abri, ce qui m'a fait sentir comprise et soutenue. Mais plus je leur parlais, plus je réalisais que quelque chose d'étrange se passait. Beaucoup se plaignaient de la saleté du refuge, de l'entassement dans les chambres, des rats et insectes qui rôdaient et du traitement reçu par les responsables. Je ne comprends pas. À cet instant, j'ai vu Axel qui me fixait de loin, ce qui m'a effrayée. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je droit à un traitement spécial? Je n'avais pas de réponse, mais ces questions m'ont rendue plus vigilante. C'est ainsi que j'ai réalisé que toute la journée, Axel me suivait et me surveillait. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais ce n'était pas le cas. Chaque fois que je sortais de son champ de vision, en quelques minutes, il revenait assez près pour me surveiller. Comme la plupart du temps, à un moment donné, il s'est approché de moi. J'ai essayé de cacher la peur que je ressentais à l'intérieur. « Ça va, Jenna? Tu sembles nerveuse. » J'ai tenté d'agir naturellement, mais je voyais quelque chose de différent dans ses grands yeux sombres. Ils paraissaient vides, sans cette gentillesse qu'ils avaient montrée au début. C'est là que j'ai décidé de partir le lendemain matin. À l'heure du coucher, je suis allée dans ma chambre, essayant de distraire Axel pour qu'il me quitte des yeux. Apparemment, ça a marché, car il n'y avait aucun signe de lui quand je suis entrée et j'ai fermé la porte. Me sentant menacée, j'ai placé un des lits devant la porte pour empêcher quiconque d'entrer. Malgré ma protection, je me suis forcée à rester éveillée, au moins pour cette dernière nuit au refuge. Alors j'ai baissé ma garde et me suis endormie. Sale pute, tu croyais vraiment pouvoir t'échapper?
Je n'ai même pas eu le temps de me réveiller et réagir, car quelques secondes après ces mots, j'ai reçu un coup à la tête et perdu conscience. Mes mains étaient attachées, mes yeux et ma bouche couverts. C'est la première chose que j'ai réalisée en reprenant conscience. J'arrive pas à croire que cette garce voulait déjà s'enfuir. Ouais, Elsa était très contrariée. Elle ne voulait pas faire ça à l'improviste. Tu sais qu'elle aime tout planifier. Merde, bien sûr que je sais, Jonathan. J'espère que cette fille est aussi bien que tu le prétends. J'ai paniqué en entendant la conversation entre ces hommes. J'en ai reconnu un à la voix. C'était Axel. Vu les mouvements autour de moi, je savais que j'étais dans un véhicule. J'ignorais où il m'emmenait et pourquoi. Mais le pire, c'est que je ne pouvais rien faire. Après un moment, le véhicule s'est arrêté. « Hé, petite garce, réveille-toi !» L'un des hommes m'a saisi le bras et m'a forcé à me lever. Il faisait vraiment froid dehors. Toujours incapable de voir, on m'a conduite dans une sorte de bâtiment. D'après les voix, je pouvais dire qu'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Axel, Jonathan, j'espère que ça vaut le coup de nous réunir ici à cette heure. Certainement. Quand on m'a retiré le bandeau, j'ai vu un large groupe de personnes. Ils étaient tous bien habillés et soignés, mais ce qu'ils avaient en commun, c'était leur façon de me regarder. Comme si tous me désiraient d'une façon malsaine. Leurs yeux révélaient clairement leur envie de me posséder. Elle semble parfaite. La femme face à moi a dû voir la peur sur mon visage car elle m'a regardée avec inquiétude. « Oh ma chérie, n'aie pas peur. Nous ne te ferons rien d'inapproprié. Tu vois, Jenna, aujourd'hui, tu seras notre repas. » Notre repas. Tu dois être si délicieuse, ma chérie. Tellement délicieuse. Je suis restée immobile. Ça ne pouvait pas être vrai, mais ça l'était. Un groupe de malades prévoyait de me manger. Ne t'inquiète pas, nous allons beaucoup vous apprécier. Axel, emmène-la dans la chambre. N'oublie pas de bien t'occuper d'elle. Cette fois, je devais absolument m'échapper. Alors j'ai commencé à réfléchir comment faire. J'ai trouvé la réponse chez ces gens. Ils semblaient très respectables et m'avaient traité avec soin. J'étais donc certaine qu'ils voulaient de la bonne nourriture sans défaut ni saleté. C'est pour ça qu'ils m'avaient accordé un traitement si spécial au refuge. Ma seule chance était peut-être de ne plus paraître aussi parfaite. J'ai hâte de te goûter. Ton genre, jeune, joli et en bonne santé, ce sont ceux qui ont le meilleur goût. Je t'ai bien choisi. Allez, c'est l'heure, Jenna. Quand l'homme a commencé à se pencher vers moi, j'ai lutté et l'ai poussé de toutes mes forces. Puis, je suis allée à la fenêtre et, les mains attachées, j'ai réussi à l'ouvrir. Soudain, j'étais dehors dans le froid de la nuit. J'ai réalisé que j'étais sur une propriété privée au milieu des bois, alors j'ai suivi le chemin en ciment pour rejoindre une route. Malheureusement, avant d'y arriver, j'ai commencé à entendre qu'on me persécutait, alors j'ai poursuivi mon plan. Je me suis approchée d'un arbre et j'ai commencé à me cogner contre lui, même si ça faisait très mal. Abandonne. Ce n'est plus un repas parfait. Je ne sais pas quand je me suis évanouie, mais j'ai réalisé que le plan avait marché. Il m'avait laissé mourir là. Le lendemain, des gens m'ont trouvé inconscient et m'ont emmené à l'hôpital, où les médecins m'ont dit que c'était un miracle que j'ai survécu. Quand je leur ai raconté ce qui s'était passé, la police est venue. Ça leur semblait une histoire bizarre, mais ils ont quand même décidé d'enquêter. Ils m'ont informé qu'il n'y avait personne du nom d'Axel dans le refuge.